6 mars 1953. Moscou est le cœur du plus grand empire que la Terre ait jamais connu. La voix de bronze d'un speaker vient d'annoncer. Le cœur de Joseph Staline, compagnon d'armes de Lénine et génial continuateur de son œuvre, guide sagace et éducateur du Parti communiste et du peuple soviétique, a cessé de battre. De Berlin-Est au rizière du Tonkin, le monde communiste, presque encore unanime, seul manque à l'appel la Yougoslavie de Tito, tourne son regard, une fois encore, vers le Kremlin, source du pouvoir, de l'inspiration et de la ferveur du mouvement communiste. Officiellement, Staline a succombé à une affection cardiaque, la maladie de Cheyne-Stokes. Mais cette mort demeure nimbée de mystère en raison des circonstances dramatiques dans lesquelles elle est intervenue. Et déjà s'exprime la suspicion, à travers les accusations de son fils Vassili, plus tard de sa fille Svietlana, et bientôt des diatribes paranoïaques d'Enver Hoxha, le dirigeant stalinien de l'Albanie qui accusera Khrouchtchev et sa clique d'avoir fait assassiner son cher et généreux maître. Quelques historiens leur ont emboîté le pas, et l'on comprend bien pourquoi. Staline n'est pas mort dans un ciel serein, mais au milieu d'une terrible bataille politique, sa dernière, livrée à coups de procès truqués, d'arrestations arbitraires, de déportations, d'exécutions sommaires et d'éditoriaux vengeurs à travers tout l'Empire, de Berlin-Est à la Géorgie, contre ses plus proches collaborateurs, soupçonnés en fait de vouloir brader l'héritage révolutionnaire et de rechercher un compromis avec l'Occident. Or, la purge à laquelle on doit tout de même les sanglants procès de Prague et quelques centaines d'arrestations arbitraires à caractère antisémite à Moscou n'est pas allée à son terme, en partie parce que Staline est mort au beau milieu de la bataille. On sait combien Boileau a reproché à Corneille d'avoir ainsi fait mourir son Attila d'un saignement de nez au milieu de la tragédie, au mépris de toutes les règles de la progression dramatique. C'est ce que la Providence, à son tour, semble s'être permise avec Staline, puisque sa mort soudaine a comme suspendu la tragédie sanglante déjà engagée. À moins que, justement, elle en soit le point culminant. Qui sont les acteurs principaux de cette tragédie ? Ceux-là même qui veillent sa dépouille mortelle, ni plus ni moins que la totalité de la vieille garde du bureau politique, rebaptisé Présidium pour lui enlever pouvoir et prestige quelques mois plus tôt. Et en premier lieu, Lavrenti Beria. Géorgien, engagé dès sa prime jeunesse dans les services secrets, Beria a été l'homme de confiance de Staline dans le Caucase compliqué, puis celui qui, à partir de 1938-39, a reconstitué les services secrets et la police politique, paradoxalement très éprouvés par les purges. Son plus grand succès aura été de pénétrer dès 1943 les secrets atomiques des États-Unis, ce qui lui vaut de diriger l'ensemble du programme nucléaire soviétique. Brutal, mais modéré et pragmatique, Beria est tombé en disgrâce à partir de 1950 parce que Staline le soupçonne de révisionnisme. À côté de Beria, Grigori Malenkov. Bon ingénieur et proche collaborateur de Staline dans les années 30, Malenkov a dirigé l'industrie aéronautique pendant la guerre. Malgré son physique de chaisière d'église russe, cet homme est en fait le porte-parole d'une technocratie moderniste, avide de s'émanciper de la dure loi du parti. C'est depuis 1948 l'allié le plus proche de Beria, dont il a tout de même un peu peur. Comme Beria, il est visé par l'accusation de complot sioniste, puisque son beau-frère et collaborateur Schamberg est juif. Nikita Khrouchtchev, le benjamin de la direction collective, coopté en 1950 pour redresser la situation catastrophique de l'agriculture, a depuis beaucoup déçu Staline en faisant cause commune avec ses nouveaux collègues. Lui aussi est à présent sur un siège éjectable depuis que Staline a débaptisé le bureau politique et doublé ses effectifs avec une pléiade de jeunes gardes rouges aussi arrogants qu'incultes. Il doit faire bloc, au moins pour l'instant, avec Malenkov et Beria. Andrei Jdanov intervient dans la pièce en tant que fantôme. Cet ancien chef du parti de Leningrad, idéologue cruel et nationaliste acharné, est mort en effet 5 ans plus tôt, sans doute naturellement, mais en pleine déroute politique, alors que son grand allié est-européen, Tito, venait de claquer la porte à l'Union soviétique. Quelques mois après cette mort, Beria et Malenkov ont liquidé tous ses amis de Leningrad, accusés de diverses déviations. Pourquoi cette bataille avec ses collaborateurs les plus proches ? C'est certes une bataille pour le pouvoir, mais c'est aussi une lutte idéologique acharnée que mène le vieux tyran au moment où il sent l'Empire soviétique s'orienter vers une modération qu'il hait de toutes ses forces. Aussi incroyable que cela paraisse, Staline n'est plus, à la veille de sa mort, tout à fait
le maître incontesté de l'Union soviétique, tel qu'il était apparu au grand défilé de la victoire de 1945. À partir de ce moment, Staline va en effet commencer à perdre son pouvoir, trop vaste et trop complexe pour un seul homme. Et pour préserver l'autocratie, il va continuer de jouer sur l'opposition des hommes, un art dans lequel il est passé maître. Depuis 1940, il joue ainsi l'un contre l'autre ses deux plus proches collaborateurs, Malenkov et Jdanov, les laissant chacun affirmer des positions de plus en plus opposées. En 1946, Jdanov a pris le pas sur Malenkov. Mais Jdanov commet, nous l'avons vu, une erreur imprévisible en s'alliant à Tito. Malenkov reprend l'avantage dès avant la mort de Jdanov et en alliance avec Beria, fait avancer dans certains domaines un programme nouveau, en réalité déjà passablement réformiste. Staline voit cette amorce de dégel d'un très mauvais œil et il cherche comment contrer cette évolution. À Mao, qui lui rend visite au début de 1950, il confiera que l'Union soviétique a perdu sa flamme révolutionnaire. C'est alors qu'il décide de passer à l'offensive. Et comment va-t-il s'y prendre ? D'abord, il brandit la menace de guerre pour réunir toute la famille communiste à la faveur des hostilités qui se déroulent en Corée. Dans un second temps, il organise quelques procès périphériques en Tchécoslovaquie et en Géorgie qui ne peuvent que viser Beria, lequel est en outre obligé de cohabiter avec un nouveau chef de la sécurité, Semyon Ignatiev, qui lui est foncièrement hostile. Enfin, dans un troisième temps, il annonce au 19e congrès du parti de novembre 1952 la découverte d'un vaste complot sioniste visant à l'assassiner ainsi que quelques maréchaux, de la même façon que Jdanov aurait déjà été assassiné dès 1948. Il prépare alors la déportation en masse des Juifs soviétiques, en Sibérie et au Kazakhstan, sur le modèle de ce qui avait été fait pour les peuples du Caucase, dont les Tchétchènes, en 1945. On constate que les Juifs sont ainsi au premier plan des accusations. Sans doute parce que les Juifs, très nombreux dans les parties de l'Europe de l'Est et dans des positions culturelles et techniques élevées à l'intérieur de l'État soviétique, représentent, à ses yeux, une communauté soudée de petits bourgeois acquis en masse à la réconciliation avec les États-Unis et au démantèlement de la propriété collective. Son antisémitisme, comme celui de certains nazis de gauche avant 1933, se veut de classe. En éliminant les Juifs, on fait place nette pour des recrues aux origines impeccablement prolétariennes dans tout l'Empire. À l'automne 1952, tout est donc ainsi en place pour un bouleversement sans précédent à Moscou même. En décembre et janvier, les arrestations et destitutions de Juifs se multiplient. Le 12 janvier 1953, paraît un éditorial de la Pravda, réplique exacte de celui qui avait préparé les arrestations de masse de 1937. Il annonce l'estocade contre Malenkov et Beria. Mais après le 15 janvier, la pression retombe. La campagne s'arrête, le mois de février est calme en apparence, aucune mesure antisémite n'est appliquée, alors que tout est déjà signé depuis un mois. Tout se passe comme si Staline n'avait pas encore pu prendre à Beria le contrôle du KGB et surtout de la garnison du KGB de Moscou avec ses 75 000 hommes. C'est dans ce contexte, non de victoire, mais de recul, que Staline meurt brutalement le 5 mars. D'où l'inévitable question, Staline a-t-il pu être assassiné ? Si assassinat il y a, ce pourrait, dans une première hypothèse, être un meurtre franc, par empoisonnement par exemple. Dans une hypothèse plus modérée, Staline, victime d'une véritable crise cardiaque, aurait simplement été abandonné à son sort, faute de soins. L'historien russe Edvard Radzinsky nous explique comment, à son avis, Beria aurait pu faire pour assassiner son maître, fort du contrôle de la garde du Kremlin. Il note sa visite inusitée du 4 mars, le congé inexplicable qu'il donne alors à une partie des gardiens de la datcha. Il pense même avoir identifié l'assassin de Staline, un certain Roustaliov, qui est mort quelques mois plus tard, bien entendu. Le comportement de la sécurité dans la datcha de Staline est sans conteste plein d'anomalies à un moment de tension politique maximale à Moscou. Et si Staline avait vécu encore quelques mois, voire quelques années ? Il y avait pour Staline plusieurs manières de continuer à vivre. Staline parvient à ses fins avec l'armée, et c'est le scénario qui se déroule presque en juin-juillet 1953, où Malenkov et Khrouchtchev se mettent d'accord pour éliminer Beria avec l'aide des principaux maréchaux, en le faisant tomber dans une souricière en plein Kremlin.
Si Staline avait réussi cette manœuvre, l'Union soviétique et son empire auraient été confrontés au cauchemar d'une dictature militaro-nationaliste et Staline aurait fini son règne en instaurant le fascisme slave. Mais il est également vrai que la violence aurait entraîné de grandes perturbations internationales, peut-être même la fin précoce du mouvement communiste qui n'aurait guère pu avaler longtemps cette nouvelle mutation de l'Union soviétique. Nous pouvons aussi imaginer un scénario plus extraordinaire encore, mais tout aussi saisissant. Staline, demeuré en bonne santé, tente d'arrêter Beria et le vieux Politburo, mais il échoue dans son entreprise. Des combats brefs mais violents permettent au KGB de Beria de l'emporter dans le sang. Le KGB devient alors le maître de l'Union soviétique. Et Beria se subordonne et élimine à son tour ses rivaux civils et militaires. Nous avons quelque idée du programme de Beria puisqu'il a commencé à l'appliquer pendant ses 3 mois de demi-règne au printemps de 1953. Réunification et neutralisation de l'Allemagne, fédéralisation des républiques avec fin de la primauté des Russes, développement des mécanismes de marché, gangstérisme libéral et réconciliation avec l'État d'Israël. Ne pourrait-on pas dire que l'Union soviétique de Beria aurait ainsi ressemblé à la Russie de Boris Yeltsin, la puissance et la gloire en plus ?